Bienvenue à tous et à toutes aux entretiens Lire pour triompher que nous vous proposons à l'occasion du 27e Salon international du livre, SILA 2024. Alors nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir monsieur Konan Siméon, auteur ivoirien, président d'Initiative pour la paix et ancien candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes l'auteur du livre Modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère, c'est aux éditions L'Harmattan, et vous avez aussi sorti un livre hier, donc Afrique-France, conditions pour un avenir. Vous nous faites l'immense plaisir de partager des réflexions à l'occasion du SILA 2024. Merci d'être parmi nous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Sans plus tarder, alors en Afrique, des décennies après les mouvements d'indépendance, pensez-vous que notre continent doit s'inspirer des modèles occidentaux pour l'exercice démocratique ou devrait-il plutôt puiser de son propre héritage ancestral et créer des modèles conformes à ses dimensions et à ses particularités africaines? Encore une fois, merci infiniment. Je voudrais vous remercier pour cette question extrêmement importante, car à chaque étape, à chaque période, sa préoccupation. Et bien entendu, la préoccupation à cette heure pour l'Afrique, c'est de travailler à s'arracher sa souveraineté. Et bien entendu, la souveraineté veut dire soi-même. La souveraineté veut dire travailler par soi-même. La souveraineté veut dire cultiver sa propre culture, pour ainsi dire. De ce point de vue, vous ne croyez pas si bien poser votre question, vous la posez à l'auteur de modèles démocratiques pour une Afrique souveraine et prospère. Pour dire que la démocratie est un concept universel. Et d'ailleurs, je prétends qu'elle est d'origine africaine. C'est non loin d'ici, dans cette zone, en Égypte, que nous avons expérimenté véritablement, n'est-ce pas, la démocratie. Alors, si la démocratie est universelle, en fonction des spécificités de chaque peuple, de chaque continent, il y a un modèle spécifique. Je pense donc, et c'est ce que j'écris dans ce livre, que le moment est venu pour l'Afrique de se construire un modèle authentique, conforme à ses valeurs culturelles, morales et spirituelles. Alors, le Salon d'Alger a choisi pour sa 27e édition, a choisi le thème ou le slogan « Lire pour triompher ». À votre avis, lit-on suffisamment en Afrique? Hélas, j'aurais tendance à ne pas être très enthousiaste. En effet, la lecture, en tout cas dans nos pays, dans mon pays particulièrement, n'est pas véritablement très répandue. Et malgré les efforts des jeunes écrivains qui sont légion aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur le continent. Quelles sont peut-être les choses qu'on devrait faire pour promouvoir la lecture, sensibiliser la jeunesse? Il faudrait déjà qu'il y ait une véritable volonté politique pour inculquer à nos enfants, depuis le bas âge, le goût de la lecture, à aider également à la mise en place de maisons d'édition dans nos pays. Je peux vous dire que, voyez-vous, on est obligé de recourir à certains acteurs plutôt étrangers au continent pour écrire. Donc, il y a la volonté politique et en cela, je voudrais saluer la volonté politique que je trouve ici dans ce pays, en Algérie, qui s'exprime par ce grand salon, ce salon exceptionnel qui invite tous les Africains, n'est-ce pas, faisant donc bonne leçon la question des relations sud-sud. Je crois que les autres pays gagneraient à imiter l'Algérie. Très bien. Alors, entre se nourrir et lire, quelle est la priorité pour les Africains? Cette équation est-elle toujours pertinente aujourd'hui? Bien sûr, se nourrir est essentiel, est vital. Mais je dirais que lire, c'est se nourrir.
car on ne nourrit pas que le corps, on nourrit aussi l'âme et l'esprit. Et si l'alimentation, la nourriture est utile pour le corps, eh bien l'écriture, la lecture est essentielle pour l'âme et pour l'esprit. Alors, la lecture est-elle une locomotive vers le développement ou c'est plutôt le contraire? C'est le développement qui suscite et nourrit l'amour de la lecture? Je pense que c'est bien la lecture qui est locomotive, la lecture qui est donc mère de développement, d'évolution. Car la lecture, c'est la connaissance. Et c'est avec la connaissance, le savoir, qu'on se développe. Lorsqu'on s'affranchit de ses propres chaînes, devient-il plus facile de se libérer de l'esclavagiste ou du bourreau? Absolument. Encore une fois, c'est la question de la culture. Quand vous êtes de la lecture, mais la lecture, c'est la culture. Quand vous êtes acculturé, eh bien, vous n'êtes pas vous-même et vous ne pouvez pas vous affirmer. En évoquant les enjeux qui touchent notre continent, il est difficile d'ignorer les répercussions de crises internationales sur la région, notamment la situation en Palestine occupée. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est un génocide. La peur semble être plus grande, ou la plus grande prison qui empêche l'homme de reconnaître et de réagir aux atrocités. Pourquoi, selon vous, la communauté internationale reste-t-elle silencieuse, ligotée, muselée face à ces crises-là? Et pourquoi tant de déni persiste-t-il? Eh bien, ce qui se passe actuellement donc en Palestine est l'expression, révèle la vilainie du monde, révèle toute l'hypocrisie du monde. Car en réalité, la guerre, que ce soit aujourd'hui à Gaza ou même sur notre continent, au Soudan, en RDC, la guerre est devenue un business pour les puissances. Et c'est dommage que l'on puisse regarder une tragédie aussi importante se dérouler sur le continent en ces siècles. Donc justement, face à ces événements en Palestine occupée, quelle analyse faites-vous de la perception des conflits au Moyen-Orient? La question des conflits au Moyen-Orient est, selon moi, une aberration. Car des solutions ont été trouvées. Les solutions sont connues. Et cela depuis plusieurs décennies. Il suffirait tout simplement qu'il y ait de la bonne foi, tout simplement, au sein de cette soi-disant communauté internationale pour que nous ayons résolu la question au Moyen-Orient. J'espère qu'avec la cruauté que nous observons, qu'on ne peut pas aller plus loin que ça et que cela va s'arrêter maintenant. Très bien. Donc la paix est souvent perçue comme un idéal lointain dans des contextes de conflits prolongés. Quel message voudriez-vous transmettre aux jeunes générations africaines et arabes pour maintenir l'espoir et l'engagement en faveur de la paix? Le message que je veux lancer donc à mes compatriotes africains, n'est-ce pas, arabes et compatriotes de l'Afrique subsaharienne, c'est que ce continent est le continent mère. Ce continent a une responsabilité unique dans le devenir de l'humanité, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, au moment où le monde se sent sauvage, excusez-moi le terme, au moment où nous atteignons l'immoralité au paroxysme, l'Afrique et donc sa jeunesse a une responsabilité inouïe. Ça doit commencer par la sensibilisation, ça doit commencer par se convaincre que nous n'avons pas de choix que de faire la paix entre nous, déjà sur le continent africain, pour donner l'exemple à l'autre, en disant à l'humanité, à la planète tout entière. Nous en avons la possibilité et en cela, j'ai toujours pensé que l'Algérie est un pays leader, n'est-ce pas, que la révolution algérienne est mère de révolution africaine. Et c'est ici que la lutte, la haute lutte
ces grands hommes, ces braves hommes, ont conduit à la libération de l'Afrique, aux indépendances qui ont suivi. Et nous sommes en train de commémorer en quelque sorte le 1er novembre, n'est-ce pas, 54, qui va être la dernière ligne droite qui va conduire 10 ans plus tard chez moi, juste 4 ans plus tard chez moi en Côte d'Ivoire, 4 ans plus tard en Guinée, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et merci pour votre temps, Monsieur Conan. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis jusque-là et à très bientôt.